sans plus tarder, je donne la parole à Frédéric Hitzel, qui est chercheur au CNRS et qui est grand spécialiste des relations culturelles entre l'Empire ottoman et l'Europe en général, au-delà de la France, et aussi spécialiste de l'art ottoman. Voilà, je te remercie Gilles. Donc voilà, sans plus tarder, donc je vais vous présenter ces turqueries et modes franques sur le Bosphore. Vous le savez, on parle souvent de turquerie à propos d'œuvres européennes de toute nature qui de près ou de loin sont inspirées par la Turquie. On les met généralement en rapport avec l'ouverture d'esprit, le goût de l'exotisme au XVIIIe siècle. Cette mode se développe au XVIIIe siècle, au moment où l'Empire ottoman tend à s'affaiblir et cesse de faire peur, notamment après le traité de Karlowitz à la fin du XVIIe siècle, traité défavorable aux Ottomans qui marque la perte d'un certain nombre de territoires en Europe centrale. Alors cependant, comme nous allons le voir, la culture française connut très tôt un engouement pour les divertissements à la turque. Elle n'est pas la seule, d'autres cours européennes s'intéressent aussi aux turqueries et sous des formes de divertissement. Ces divertissements à la turque au XVe, XVIe, XVIIe ont une forme qui présente le turc souvent sous un aspect redoutable, alors que au cours du XVIIIe siècle, nous aurons plutôt des turqueries qui présenteront le turc sous une forme plutôt grotesque et divertissante. Et c'est donc cet aspect que je présenterai dans une première partie. Et je m'interrogerai ensuite sur est-ce qu'il y a eu une mode franque, une sorte de pendant des turqueries, sur le Bosphore. Vous verrez que c'est pas facile à y répondre, mais qu'on constate au début du XVIIIe siècle certaines formes de mode franque qui apparaissent dans les années 1720. Elles sont timides, mais il faut les souligner. Et c'est surtout que c'est un aspect qui est beaucoup moins connu, de la part des Occidentaux. Alors, s'il est vrai que la mode des turqueries renvoie essentiellement au XVIIIe siècle, on sait que très tôt, certaines cours occidentales adoptèrent des costumes orientaux lors d'occasions exceptionnelles. Dès juillet 1468, à la cour de Bourgogne, on revêt de somptueux habits turcs à l'occasion du mariage à Bruges de Charles le Téméraire avec sa troisième épouse, Marguerite d'York. Olivier de la Marche, un diplomate, poète et chroniqueur à la cour de Bourgogne, a laissé une description de la scène. Le premier venant sur les rangs fut messire Jean de Chassa, seigneur de Monnet, servi de 4 gentilshommes, habillés de bien riches façons de Turcs. Il y avait un cheval houssé de velours cramoisi, broudé de nouées d'or, sur lequel cheval soie une pucelle, vêtue de drap de soie vert royé, à tout une grosse chaîne d'or au col, habillée à la manière de Turquie. En apparence, ces divertissements à la turque ne sont que des continuations des momeries médiévales, ces intermèdes masqués joués en entremets lors des fêtes princières, mais il s'agit en fait de véritables allégories de la puissance ottomane, tant militaire que politique, marque spécifique à l'orientalisme de la Renaissance. On retrouve des personnages déguisés en turc à d'autres occasions. En 1541, à l'occasion des noces de Jacques d'Albret avec Guillaume de Clèves à Châtellerault, François Ier apparaît au mariage de sa nièce, peut-être sous un masque de turc, et parmi les danseurs, voilà ce qu'un chroniqueur raconte, il était vêtu à la mode des Turcs de vêtements de fin drap d'or, leurs chevaux et barbes de plumes blanches naines, et leurs bottins étaient pareillement de fin drap d'or. Quelques années plus tard, nous apprenons que le 20 janvier 1558, le roi de France Henri II prit part à une course de dagues à cheval, rue Saint-Antoine à Paris, déguisé en guerrier turc. Il s'agit là encore d'une reconnaissance indirecte de la puissance guerrière ottomane qui, sous le règne de Soliman le Magnifique, inquiétait la chrétienté européenne. Cette valeur des Turcs au combat fut encore célébrée en 1565 lors du Tour de France de Charles IX en compagnie de la reine d'Espagne, Élisabeth de Valois, à Bayonne. Ce fut le fastueux Louis de Gonzague, duc de Nevers, qui parut lors d'un nouveau divertissement équestre, costumé à la turque, à la tête de 6 estadros, c'est-à-dire des cavaliers albanais ou grecs, vêtus de longues robes de toile d'argent à la turque, et portant le toliban, c'est-à-dire le turban, en tête. Ils étaient masqués et portaient rondelles, c'est-à-dire des rondages, des boucliers, et lances à feu. Notons au passage que ce phénomène n'est pas proprement français. On le retrouve à la même époque dans d'autres cours européennes, notamment en Italie. Et à titre d'exemple, je citerai l'entrée du prince Philippe de Habsbourg, futur Philippe II d'Espagne, qui lors de son entrée à Milan le 19 décembre 1548 est précédé d'une garde turque.
Et sur la représentation qui vous est présentée, nous voyons Federico Gazzino, qui est capitaine des gardes et homme de confiance du gouverneur de Milan, qui est donc déguisé à l'occasion donc de l'entrée de Philippe de Habsbourg dans Milan le 19 décembre 1548. Et donc c'est une illustration qui provient d'un recueil du tailleur milanais Gian Giacomo del Conte. Alors au cours du XVIIe siècle, on assiste encore en France à des divertissements équestres avec des déguisements turcs. Au cours des 5-6 juin 1662, Louis XIV assiste aux Tuileries à un célèbre carrousel composé d'estafets, palefreniers, écuyers et timbaliers turcs portant la moustache et de riches costumes agrémentés de croissants du turban, le tout conduit par le prince de Condé. Et donc vous avez représenté donc le prince de Condé ici présent. Et donc vous voyez donc ce groupe de Turcs, en tout cas déguisés en Turcs, qui défilent donc le long des Tuileries. Une autre représentation de ces estafiers, cheval de main et palefrenier turc, et timbalier et trompette turque. Alors dans toutes ces appropriations, par le déguisement d'une puissance redoutée et admirée tout à la fois, il faut sans doute voir la marque d'un respect accordé à la puissance ottomane. Cependant, cette image du Turc change dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le respect et la crainte laissent progressivement la place au grotesque et au divertissement parodique des turqueries. Et cela commence au théâtre, comme vous le savez, avec la célèbre scène du grand Mamamouchi, du bourgeois gentilhomme de Molière, présenté à Louis XIV au château de Chambord en 1670. Cette comédie-ballet s'inspirait du séjour en France de l'envoyé Souleymane Agha Mutefferika, dont l'ambassade fut un fiasco. Je rappelle l'affaire. À son arrivée en France, Souleymane Agha, qui avait été envoyé par le sultan Mehmed IV, se prétendait être un véritable ambassadeur, et il entendit être traité comme l'ambassadeur de France à Constantinople. Mais comme le titre d'Elchi, c'est-à-dire d'ambassadeur, n'apparaissait pas dans ses lettres de créance, il ne fut pas question d'audience auprès du roi, d'autant qu'il n'apportait pas de cadeau. Louis XIV accepta cependant de le recevoir, car il prétendait être un homme mort s'il ne remettait pas la lettre de son sultan à son destinataire en main propre. Or, lors de l'audience solennelle que le roi lui accorda au château de Saint-Germain-en-Laye, l'ambassadeur turc créa un petit incident diplomatique, car lorsque Louis XIV refusa de se lever pour prendre l'auguste lettre de Mehmed IV, l'ambassadeur manifesta publiquement son mécontentement. Cette inconvenance lui valut de passer le reste de son ambassade dans une sorte de quarantaine. Et donc voici une gravure qui représente cette réception de Souleymane Agha au château de Saint-Germain-en-Laye, donc le 5 décembre 1669. Alors les singularités de ce Turc et de sa suite avaient désappointé la cour et dépité le roi. Il fallait s'en rire. Pour ajouter à la cocasserie de l'affaire, une gazette rapporta une aventure galante que ce personnage aurait eue pendant son séjour parisien. L'intrigue amoureuse était en tout cas toute trouvée pour Molière, marier le fils du grand Turc, ou soi-disant tel, avec la fille du bourgeois. Le chevalier d'Arvieux, qui connaissait le Turc, fut chargé de tout ce qui regardait les habillements et les manières des Turcs. Le luxe des décorations et des costumes marquèrent les esprits. Peu de temps après, Racine présente à son tour une tragédie autour de la vie de Roxane dans Bajazet, qui met en scène les conflits fratricides et les amours contrariés entre Amourat, Roxane, Bajazet et Attalide. Dans sa préface, Racine soutenait « Je me suis attaché à bien exprimer dans ma tragédie ce que nous savons des mœurs et des maximes des Turcs. » Il privilégie en tout cas l'atmosphère du sérail, lieu étouffant où se déchaînent l'amour et l'ambition. Le XVIIIe siècle s'ouvre avec le succès éclatant des Mille et une nuits, que nous avons déjà évoqué, une compilation donc de contes orientaux traduits par Antoine Galland, publiée à partir de 1704, et le succès presque égal des Mille et un jours de François Pétis de la Croix. Mais c'est sous le règne de Louis XV que les turqueries connaissent en France un engouement sans précédent à la suite de deux grandes ambassades ottomanes à Paris. La première, en 1721, celle de Yermisekis Mehmet Çelebi, va marquer les esprits, notamment lors de son entrée brillante à Paris. Elle va déclencher enthousiasme et curiosité. Et donc voici représenté l'entrée de Mehmet Efendi aux Tuileries le 21 mars 1721, d'après un tableau de Charles Parrocel. Alors cet événement exceptionnel, représenté également par des médailles, des tapisseries des Gobelins, est abondamment commenté, chansonné même par les contemporains et les chroniqueurs. Saint-Simon, Mathieu Marais, Barbier et Jean Buvat font les récits des cortèges, des cérémonies et de l'audience donnée par le roi aux Tuileries. La mère du régent, Madame Palatine, alors fort âgée, écrivit « Je suis la seule de toute la maison royale qui n'ait pas été sur la place royale pour assister à cette entrée dimanche passé.
Tout le monde se trouvait là, sauf moi. Décidément, ma curiosité diminue. En 1742, une seconde ambassade, celle de Saïd Effendi, le propre fils de Mehmet Effendi, va accentuer donc ce phénomène des turqueries. Voici l'audience accordée par Louis XV, donc à l'envoyé Saïd Effendi au château de Versailles, donc le 11 janvier 1742. Alors, comme je l'ai montré, donc cette ambassade de 1721 et celle de 1742 entraînent un fort engouement pour tout ce qui concerne l'exotisme et les turqueries. Et parmi les nombreuses influences exotiques, on peut citer par exemple la commande royale de 1735, fameuse série de chasses étrangères destinée à décorer la petite galerie des appartements de Louis XV à Versailles. Et parmi les nombreux tableaux donc représentés dans ces appartements, nous avons la chasse à l'autruche, peint par Karl van Loo, ou bien la chasse au lion poursuivie par des Turcs, d'après donc une peinture de Jean-François de Troyes, peinture actuellement conservée donc au musée de Picardie à Amiens. Alors au théâtre, bien entendu, Voltaire fait représenter Zaïre à partir de 1732, Antoine Oudard de la Motte les tragédies Skanderbeg, puis Mahomet II. Énormément d'artistes s'inspirent justement de ces turqueries pour créer des pièces. Il y a aussi des danses, les fameuses danses turques. Il y a des pas turcs et des danses turques qui s'inspirent d'ailleurs un peu aux danses qu'on retrouve sur le bord de la mer Noire et qui sont jouées dans les pièces de théâtre, comme vous les voyez ici dans les Turcs avec tambour de Gregorio Lambranzi, ou bien ces représentations de l'opéra de Louis-René Bocquet, une reprise de Skanderbeg, donc sous forme d'opéra, et donc qui représente une sultane et un sultan en train de danser. Donc ça fait partie de ces modes que l'on retrouve également dans les salons parisiens. Et dans les salons parisiens, il est bon ton à cette époque de se déguiser en turc. Et parmi les tableaux les plus célèbres de cette époque, je voulais vous montrer les tableaux de Karl van Loo, représentant le concert où Pacha donnant un concert à sa maîtresse, qui est conservé dans la collection Wallace de Londres, et le Karl van Loo, le Pacha faisant peindre sa maîtresse, qui est dans une collection américaine à Richmond. Donc on aime aussi se faire peindre à la turque à cette époque. Parmi les nombreux pastels qui existent à cette époque, je voulais vous montrer ce très beau pastel anonyme, mais qui est probablement réalisé par Quentin de la Tour et qui représente donc un jeune homme habillé à la turque, ou bien le Stanislas Ledzinski, le roi de Pologne, qui est connu sous le nom de Stanislas Ier, et qui, comme vous le savez, va venir en France après avoir fui la Pologne et va devenir le duc de Lorraine, et donc dont la fille, Marie Ledzinska, va épouser donc Louis XV en 1725. Et donc ce tableau de Le Mercier, qui représente Stanislas Ledzinski en costume turc, est conservé au château de Chambord, où le roi déchu de Pologne avait séjourné donc après le mariage de sa fille. Également parmi les nombreuses peintures, je voulais présenter le comte et la comtesse de Vergennes, représentés par Antoine de Favray, puisque, vous le savez, on l'a évoqué ce matin, Vergennes est resté longtemps en poste en tant qu'ambassadeur à Istanbul, et il va en profiter par se faire peindre en turc, notamment par le peintre Antoine de Favray, un peintre maltais qui va rester plusieurs années au service de l'ambassade de France. Alors cette mode turque touche aussi les arts décoratifs, les grands fauteuils deviennent des bergères à la turque, les canapés deviennent des ottomanes, les lits à la sultane font leur apparition, il s'agit de lits des baldaquins surmontés d'un dôme, les bronziers en vogue cisèlent des cartels et des chaînets dont les principaux ornements sont exotiques, on retrouve des singes, des palmiers, des négrillons, des janissaires, des sultanes, des sultans, des eunuques. Les manufactures de porcelaine modèlent également des sultans et des sultanes, parfois assistés d'une servante ou d'un esclave. Les productions les plus célèbres sont celles de Meissen en Saxe, Ansbach en Bavière, Kloster-Walsdorf en Thuringe, Fürstenberg à Brunswick ou Copenhague au Danemark. Les artistes s'inspirent largement à cette époque d'un recueil de gravures intitulé « Recueil de 100 estampes représentant différentes nations du Levant », ouvrage publié pour la première fois en 1714 et qui est souvent appelé « Recueil Ferriol » car il a été commandé par l'ambassadeur de Ferriol, l'ambassadeur fou dont on parlait tout à l'heure,
qui a eu quand même la bonne idée de prendre à son service un artiste qui est resté célèbre, qui est Jean-Baptiste Van Mour, et qui va donc faire un recueil de personnages du Levant. Et ces peintures vont servir de modèle à des graveurs qui donc vont illustrer donc ce recueil des 100 estampes. Et ce recueil va avoir un succès énorme puisqu'il va servir de source d'inspiration, notamment dans les arts décoratifs. Et pour vous donner une idée, par exemple, voici des peintures qui quelques années plus tard vont être reprises par les frères Antonio et Francesco Guardi, qui n'ont jamais été sur le Bosphore, mais qui vont s'inspirer des fameuses planches de Ferriol que l'on retrouve, et planches donc notamment ces personnages de femmes ou ces marchands ou ce marchand et ce personnage qui sert le café donc dans des petites tasses. Et donc il n'est plus la peine de se rendre sur le Bosphore, notamment pour alimenter ces turqueries. Alors nous voyons, la venue à Paris des ambassades ottomanes vont lancer les modes des turqueries dans divers domaines, allant de la toilette féminine à l'architecture et la musique, phénomène que connurent d'autres capitales également visitées par des délégations ottomanes. Alors bien moins connue et bien plus modeste est en revanche la vague du goût français qui va se répandre à Istanbul à partir des années 1720. Alors notons dès à présent qu'à aucun moment d'histoire ottomane il n'est mentionné par exemple de déguisement à la mode franque. La seule occasion au cours de laquelle les Ottomans pouvaient à la rigueur porter un costume franc est lors de grandes fêtes au cours desquelles on rappelait des événements importants de la conquête ottomane. Et par exemple, on sait que lorsque ces grandes cérémonies étaient célébrées à Istanbul, certains personnages qui voulaient jouer ces scènes guerrières s'adressaient aux ambassades françaises, anglaises et autres pour leur demander des costumes pour pouvoir les utiliser dans des représentations justement rappelant des sièges et notamment par exemple le siège de Rhodes où donc on demandait aux acteurs de revêtir des vêtements francs pour souligner justement l'ennemi. C'est le seul moment. De même, on ne verra jamais d'équivalent de turquerie comme il y a pu y avoir à la suite de l'ambassade de Souleymana Müteferrika au château de Saint-Germain-en-Laye. Il n'y aura pas le même phénomène lorsque, par exemple, il y a eu l'affaire du sofa sous Guilrad ou l'affaire de l'épée avec Ferriol. Pas d'équivalent. En revanche, on sait que les ambassades ottomanes envoyées dans les différentes capitales européennes à partir des années 1720 entraînèrent parfois une ouverture de la classe dirigeante sur l'Occident. À côté des aspects diplomatiques, l'ambassade de Yermisekis Mehmet Çelebi avait en effet un autre but, celui d'informer son gouvernement des réalités françaises. Aussi, avant son départ, le grand vizir Ibrahim Pacha avait prescrit à l'ambassadeur de faire une étude approfondie des moyens de civilisation et d'éducation et de faire un rapport sur ceux capables d'être appliqués dans son pays. Cependant, Mehmet Efendi ne dispose pas de toute la liberté car c'est un hôte de marque de l'État. Ce caractère lui donne accès auprès des grands du royaume, de quelques notabilités scientifiques et artistiques reconnues, lui ouvre les portes des palais, des maisons royales et d'un grand nombre d'institutions, mais par ailleurs, il vit entouré d'une suite nombreuse et isolé par une impressionnante escorte. À défaut de pouvoir circuler librement, en revanche, le fils de Mehmet Efendi, Saïd Efendi, qui occupe le poste officiel de secrétaire de l'ambassade, est beaucoup plus libre que son père, et donc il est libre de ses mouvements. Il peut même s'adonner avec succès à l'apprentissage du français, et il est présenté par un témoin de l'époque comme un jeune homme d'environ 25 ans, d'une figure commune, d'un caractère doux, qui ne s'est occupé jusqu'à présent que de contenter sa curiosité ou de se réjouir quand l'occasion s'est trouvée. Il cherche à apprendre le français et l'on prétend qu'il entend une partie de la conversation. On sait qu'à Paris, Saïd Effendi va se rendre seul à l'opéra, à une fête donnée pour lui à Clichy par le prince de Conti. La princesse palatine lui prête même une aventure avec 3 femmes de qualité dans le labyrinthe de Versailles. En tout cas, on sait qu'à son retour en Turquie, Saïd Effendi va jouer un rôle important, notamment dans l'introduction de l'imprimerie. Et je voulais vous présenter ce tableau en pied de Saïd Pacha, de Saïd Effendi, ambassadeur donc de la Porte, qui a été réalisé lorsqu'il va être ambassadeur en 1742 à Paris, puisque donc il revient en 1742, notamment parce que dans ce tableau, vous avez représenté justement les fameux livres qui sont imprimés à partir de 1727 à Istanbul. Et c'est très intéressant puisque jusqu'à 1727,
l'imprimerie en caractère arabe n'était pas autorisée dans l'Empire ottoman, et c'est donc à partir de 1727 que Saïd Effendi va introduire l'imprimerie à caractère arabe à Istanbul, avec l'aide d'un renégat d'origine hongroise qui s'appelle Ibrahim Müteferrika. Le grand mufti d'Istanbul va les autoriser à imprimer, à condition bien entendu de renoncer à publier non seulement le Coran, mais tout ouvrage à caractère religieux. Alors les caractères et les presses furent importés de Paris et de Leyde. On publia principalement des ouvrages en turc de nature historique, géographique et linguistique, de même que la relation de Mehmet Efendi fut naturellement imprimée parmi les premiers ouvrages de cette presse. Au total, on comptera 17 titres publiés de 1727 à 1742, date qui marque la fermeture provisoire de cette première imprimerie. Alors de son côté, le père de Saïd Effendi, donc Mehmet Efendi, de retour en Turquie en 1721, va rapporter à tout le monde les beautés de la France, comme en témoigne le prince Rakowski, qui dans son exil près d'Istanbul, écrivait au maréchal de Tessé: « Ce musulman parle de la France avec enthousiasme et selon les idées que l'Alcoran lui donne du séjour des bienheureux. » Cet enthousiasme est d'ailleurs la tonalité majeure de la relation que l'ambassadeur écrit à son retour. Et il est en effet émerveillé par les techniques. Alors on retrouve notamment son émerveillement devant les écluses du canal du Midi, les machines de l'Observatoire, la machine de Marly, le polissage des miroirs. Il est émerveillé également par l'architecture de Paris, l'opéra, l'aménagement des jardins à la française, fait de régularité et de symétrie, avec de magnifiques fontaines. Il est enfin frappé par les arts et divertissements, et bien qu'il refuse un portrait du jeune Louis XV, il est impressionné par le réalisme des tableaux historiques qu'il découvre aux Tuileries, ainsi que par les reproductions des grandes tentures des Gobelins. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'à son retour de France, Yirmisekiz Mehmet Çelebi va avoir une influence. Alors, on commence à la discerner en février 1722, puisqu'il semblerait qu'à l'occasion de la réception de l'ambassadeur de Perse à Istanbul, la cour ottomane va s'inspirer du cérémonial pratiqué à Paris en faveur donc de Mehmet Efendi. D'autre part, les cadeaux rapportés par Mehmet Efendi ont eu beaucoup de succès, mais ne suffiront pas à contenter la cour. Et il est très intéressant de voir que dès le mois de mai 1722, le grand vizir Ibrahim Pacha va demander à l'interprète de l'ambassade, Le Noir, de retourner à Paris afin d'acquérir quelques raretés et curiosités. Alors dans la liste des commissions qui sont rapportées par Le Noir, on trouve des instruments optiques, verres de lunettes, pieds pour monter, des lunettes, 3 longues vues, 3 microscopes, des miroirs ardents, l'anatomie d'une tête d'homme en cire, un grand tapis sans figure, et des pièces de drap des Gobelins, d'autres pièces de drap de Carcassonne, 10 petites montres à répétition, 6 commodes et 2 petites cassettes. À ceci s'ajoutaient encore toutes sortes d'estampes et planches représentant châteaux, villes et jardins, ainsi que des milliers de jacinthes de jonquilles, d'anémones et de renoncules. En outre, le grand vizir avait prescrit spécialement au comte de Toulouse, grand amiral, pour qu'il procure au droguement, donc Le Noir, à son intention, de gros perroquets, semblables à ceux que Mehmet Efendi avait vus dans la ménagerie de Chantilly. Enfin, une commission annexe avait prescrit verbalement à Le Noir l'achat de 1000 bouteilles de vin de Champagne, 900 de Bourgogne. Le droguement va s'acquitter de la plupart de ses commandes et de ses commissions, donc. En particulier, il va ramener 1000 estampes. Il va ramener 1000 estampes et d'autres ouvrages que l'on retrouve de nos jours donc dans la bibliothèque du palais de Topkapı. Et je voulais vous présenter celle-là, qui représente donc une vue du château de Versailles, avec la légende en ottoman qui apparaît donc ici. Donc preuve que ces planches donc ont bien été ramenées en France à la suite de l'ambassade de Yirmisekiz Mehmet Çelebi. Et de fait, on sait que le maréchal de Villeroy va, selon ses promesses, envoyer les dessins des maisons royales et des jardins qui y sont imprimés. Et donc, dans la bibliothèque de Topkapı, on retrouve effectivement des très grands folios conservés et qui représentent les châteaux de France, les jardins à la française, le mobilier royal, etc. Une certaine vogue des modes franques va se répandre à Istanbul, donc sorte de pendant au goût occidental pour les turqueries, et tout naturellement, Mehmet Efendi, promu defter et ministre, c'est-à-dire intendant des finances, va être le grand initiateur. Alors, dès son retour de France, écrit l'ambassadeur de France, le marquis de Bonnac en septembre 1722, il n'a point cessé de faire proposer au grand vizir diverses choses dans le sel de celles qu'il a vues dans le royaume. Et Mehmet Efendi va notamment s'empresser d'aménager un canal au fond de la Corne d'Or. Bonnac raconte que Mehmet Efendi a proposé d'agrandir et d'orner la maison du sultan située au fond de la Corne d'Or et de profiter du lit de la rivière pour y faire un canal à peu près dans le goût de celui de Fontainebleau. Tout fut exécuté avec une rapidité incroyable. Et l'ambassadeur poursuit:
Le grand seigneur parut charmé de cet ouvrage, les dames du sérail ont voulu être de la partie, elles ont admiré une chose qu'elles n'avaient jamais vue ni imaginée, et y ont trouvé une liberté pour la promenade qui jusque-là leur avait été inconnue. Cela donnait à Mehmet Efendi l'idée de proposer de nouveaux embellissements. On va prolonger le canal et y faire planter des arbres en forme de cour. Et donc ce lieu, qui existe au fond de la Corne d'Or, qui était autrefois un lieu qui s'appelle Kaetane, c'est-à-dire le moulin à papier, va prendre le nom persan de Saadabad. Et c'est donc là que va être construit ce palais, donc qui est représenté ici. Et donc c'est un palais, en fait, effectivement, dans l'architecture, on ne retrouve rien de français, et je me garderai bien de dire qu'il y a une influence française dans l'architecture. En revanche, c'est dans les jardins. C'est dans les jardins qu'on retrouve un certain style français, et aussi dans le canal qui va être construit, donc à l'occasion de cette ambassade. Donc le grand canal qui se poursuit, et que vous retrouvez sur une gravure plus tardive de la fin du XVIIIe siècle, qui a été réalisée pour l'ouvrage de Choiseul-Gouffier. Et donc, vous retrouvez des pavillons avec des fontaines et des cascades. Donc c'est un palais qui va exister jusqu'au début du XIXe siècle. Cependant, la mode française, si vous voulez, ne se retrouve donc pas dans cette architecture. On la retrouve plutôt dans les jardins. Surtout que c'est une époque qu'on a appelée l'ère des tulipes. C'est une époque où souffle un certain vent de liberté. Et pour vous donner une idée, c'est l'époque où Jean-Baptiste Van Mour, ce peintre d'origine valenciennois, qui travaille pour les ambassades, reste une trentaine d'années au service des ambassades et va peindre énormément de scènes de cour. Et on sait que au cours de ces années, plusieurs artistes et voyageurs séjournent à Istanbul, et on constate que de plus en plus il y a des contacts entre ces voyageurs et ces artistes de passage, ou bien, comme c'est le cas ici, des réformateurs militaires comme le comte Claude-Alexandre de Bonneval. Comte Claude-Alexandre de Bonneval, qui est connu pour avoir été un brillant généralissime des armées françaises de Louis XIV puis de Jette de Savoie, et qui va se réfugier dans l'Empire ottoman dans les années 1730 et qui va se convertir à l'islam et devenir le fameux Humbaracı Ahmet Pacha, c'est-à-dire le chef des bombardiers Ahmet Pacha. Il n'est pas le seul à se convertir à cette époque, il y a d'autres personnes qui viennent notamment réformer les corps militaires. Et par la suite, nous savons que, comme l'a souligné Géraud Poumared, le baron de Toth et d'autres missions militaires françaises vont aider les Turcs dans le renforcement du Bosphore et des Dardanelles lorsque les Russes vont tenter un coup de force. On sait aussi qu'à l'intérieur même du palais de Topkapı, il y avait un marchand lyonnais, pour le coup, qui n'est pas marseillais, qui s'appelle Jean-Claude Flachat. Jean-Claude Flachat qui va devenir le Bazorganbaşı, c'est-à-dire une sorte de fournisseur du palais et un proche du chef des eunuques, le puissant Béchir-Ağa, et qui va commander toutes sortes de marchandises à l'intérieur du palais. Et on sait, d'après les mémoires de Flachat, qu'il avait l'habitude de fournir au palais non seulement des bijoux, mais aussi des porcelaines, des tableaux, des meubles et des automates. Malheureusement, beaucoup de choses vont être détruites dans la chute du sultan Ahmed III en 1730 et l'arrivée du sultan Mahmoud Ier. Cependant, cette vogue, cet achat massif d'objets va se poursuivre quelques années plus tard, et on sait que lorsque Saïd Effendi va se rendre à Paris en 1742, il va revenir avec énormément de commandes, et parmi les objets qu'il ramène, on retrouve ce brasier ou brasero qui a été réalisé par Jean-Claude Ciamberlano, mais plus connu sous le nom de Duplessis. Donc ce brasero qui est conservé au palais de Topkapı, il va en ramener deux en fait, ainsi que plusieurs miroirs en bronze, donc que je vous ai représenté ici, avec une petite spécificité qui est ce croissant. Pour ce qu'il fallait donner, il fallait donner un petit cachet turc à la chose. Et l'ambassade, de même qu'il va ramener énormément de candélabres, mais des candélabres monstrueux, notamment j'avais noté 4 troncs de palmiers, des candélabres avec des troncs de palmiers qui pesaient chacun 21 kilos d'argent. Donc vous imaginez, il y avait énormément de choses. Et il va ramener un orgue accompagné d'un organiste et de toute une équipe de facteurs d'orgue qui vont monter l'orgue au palais de Topkapı. Alors, on sait donc que ces contacts deviennent de plus en plus importants au cours du XVIIIe siècle, et pour
pour le souligner, je voulais vous montrer cette miniature, par exemple, cette miniature qui représente des francs qui sont invités dans un jardin, où ils mangent à l'oriental, autour d'un plateau, assis par terre. Et de même que je voulais vous montrer cette miniature qui représente des artistes, des musiciens turcs, des derviches qui sont invités au Palais d'Angleterre le 22 février 1779. Et donc, avec cette petite touche, petit lait domestique anglais qui surveille discrètement ce qui se passe. Et pour vous dire que l'image qu'on se fait au cours du XVIIIe siècle du turc évolue de l'occidental évolue notamment dans la miniature. Donc voici par exemple une miniature de l'Evnir qui représente une cérémonie qui a lieu en 1730 sur la place de l'Hippodrome. Et vous voyez donc ces occidentaux tels qu'ils sont représentés dans les années 1730. Ils sont facilement identifiables avec leur perruque, leur jabot et leur costume qui devait amuser, bien entendu, les orientaux. Et donc, le même Levni va s'amuser à peindre les différents personnages de différents occidentaux. Et par exemple, vous avez sur la droite donc ce qu'il appelle le Nemchi, c'est-à-dire un Hollandais. Et sur la gauche, vous avez une femme anglaise avec son éventail. Et donc, on possède comme ça plusieurs miniatures réalisées par Levni qui représentent ces occidentaux. Alors c'est probablement inspiré de magazines. Il n'a pas pris sur le vif, si vous voulez, ces personnages. Mais ça souligne quand même un certain intérêt au cours du XVIIIe siècle pour le costume de ces occidentaux. Et d'ailleurs, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, de plus en plus d'artistes locaux s'inspirent de la peinture occidentale. Et je voulais vous donner un exemple avec cet artiste arménien qui s'appelle Raphaël, qui représente donc cet oriental, mais dans un style très, très occidental. Alors, pour finir, je voulais insister quand même sur un personnage qui est très important à la fin du XVIIIe siècle, qui est Antoine Ignace Méling, puisque Antoine Ignace Méling est un Français né à Karlsruhe qui va travailler dans un premier temps dans le Baden-Württemberg auprès de Charles Ier de Bade et qui en 1784 va arriver à Istanbul. Et lorsqu'il va arriver à Istanbul, il va rentrer au service de la princesse Hatice Sultan, qui est donc la sœur du sultan Selim III, le sultan régnant à partir de 1789. Et pour la sultane, il va réaliser énormément de choses. D'une part, il va satisfaire les caprices de cette sultane. Alors, on le sait très bien, puisqu'on a conservé la correspondance entre cette sultane et cet artiste. Il avait appris à Hatice Sultan à écrire en caractère latin, donc elle écrivait en turc, en caractère latin, et Méling, qui est resté quand même 18 ans au service de la sultane, va apprendre le turc, et comme ça il se passait des messages, et on sait à travers ces messages qu'elle lui demandait toutes sortes de petits meubles occidentaux, des peignes sur le modèle de Louis XV, etc. Il y a toutes sortes de choses, et surtout elle va lui demander de faire un pavillon sur le Bosphore, et c'est le fameux, c'est ce palais qu'il va réaliser à Defter Darbournou sur le Bosphore. Donc vous avez ici représenté le projet tel qu'il a été dessiné par Antoine Ignace Méling, ainsi que c'est un autre projet qui n'est pas exactement le même, mais qui est dans un style très néoclassique. Et ce projet qui va réellement avoir lieu, puisque il va être construit donc à Defter Darbournou, comme vous le voyez ici sur cette gravure de Méling, qui a été réalisée quelques années plus tard. Et Méling va être présenté par la sultane à son frère, Hatice Sultan va présenter Méling à son frère, donc le sultan Selim III, le sultan régnant, et pour le sultan régnant Selim III, il va réaliser ce pavillon à Beşiktaş, un pavillon avec des colonnes, encore une fois des colonnes ioniques, qui donc se donnent sur le Bosphore. Alors bien entendu, malheureusement, ces palais ont disparu, notamment après la chute de Selim III en 1807, puisque Selim III, sultan réformateur, ces idées réformatrices ne vont pas être acceptées. Il va y avoir une révolution qui va entraîner sa chute et la destruction de ces palais. Et je voulais montrer, attendez, excusez-moi. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'il y a un jardin. Il y a un jardin derrière ce mur. Et on sait que ce jardin a été réalisé par un artiste qui s'appelle François Koffer, qui était ingénieur et qui connaissait très bien Méling. Et Méling va demander à François Koffer de lui réaliser
un jardin à la française. Et donc c'est ce qu'il y a derrière le mur que je vous ai montré là. Et c'est un jardin typiquement français, donc qui va se retrouver derrière ces murs à Defter d'Arbournou, avec un labyrinthe, puisque c'est l'époque où on a les labyrinthes, avec des bassins, des jets d'eau, etc. Malheureusement, c'est le seul témoignage qu'on possède de ce jardin, puisque vous savez, les non-occidentaux, on ne pouvait pas rentrer dans ces harems et dans ces lieux de plaisir. Et malheureusement, c'est le seul témoignage qu'on possède, qui est donc cette carte, ce plan qui est conservé au palais de Topkapi, et donc qui est réalisé par l'ingénieur Kaufer, comme l'indique son cachet en ottoman au bas de ce plan. Donc voilà, je voulais vous montrer brièvement donc ces relations culturelles. Et vous voyez, on retrouve des points communs entre Paris et Istanbul, notamment dans l'engouement des jardins. J'insisterai sur ces jardins qu'on retrouve en France, en Turquie. Il y a aussi une passion commune, mais je ne l'ai pas souligné dans mon exposé, qui concerne les pierres précieuses et les textiles. Tout à l'heure, on a parlé des Londrins, mais c'est vrai qu'inversement, les riches costumes d'Orient, notamment les fameuses étoffes, les fameuses soieries de Boursa sont très appréciées en France. Et je voulais vous montrer aussi que, contrairement à ce qui s'est passé en France avec cet aspect burlesque et comique, rien de tel du côté turc. Mais bon, en tout cas, c'était pour vous montrer ces relations croisées. Je vous remercie.